Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Alors aujourd'hui, je suis très contente d'être aux côtés d'Olivier Chambon. Bonjour Olivier. Bonjour Evelyne, bonjour à toutes et à tous. Alors pour aussi présenter la chaîne de podcast rapidement pour les personnes aussi qui ne connaissent pas, l'idée c'est de s'ouvrir vers de nouveaux paradigmes, de proposer de nouvelles choses aussi et puis d'oser se poser des questions. Alors aujourd'hui, Olivier, on va mettre en avant votre travail. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute depuis plus de 30 ans. Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages. On va les présenter aussi après en images. Donc ça fait maintenant 13 ans que vous avez publié votre premier ouvrage sur le sujet des psychédéliques. Je vais essayer en même temps de partager cela. Ça s'appelait la médecine psychédélique, voilà, c'est celui qui est à gauche. Et ensuite, 10 ans après, en 2020, pour faire état de la vague, le tsunami de recherche qui a eu lieu en 10 ans entre 2009 et 2020, il y a eu la révolution psychédélique, puis j'ai fait un livre plutôt sur les côtés spirituels avec l'éveil psychédélique, et puis tout récemment, un livre, Les nouvelles thérapies psychédéliques, qui interroge des thérapeutes, des accompagnateurs de thérapie psychédélique sur comment ils interviennent, selon quels principes, qu'est-ce qui est important pour eux, en quoi ça peut changer le monde d'utiliser ces thérapies ou pas, etc. Donc, Mmh. c'est une sorte d'œuvre qui se continue. Oui, Voilà. oui, c'est exactement ça. En fait, vous interrogez, enfin, des experts, sur l'utilisation des psychédéliques lors des thérapies. Donc moi, j'ai trouvé aussi, cet ouvrage très intéressant parce qu'on a des témoignages et des parcours qui sont totalement différents de la part des personnes interviewées. Donc oui, vous posez cette même question à une dizaine d'experts, thérapeutes. Je ne sais pas si on l'a Voilà, précisé. tout à fait, c'est ça. Et chacun réagit avec sa culture, son background, son âme, son expérience, et c'est très intéressant parce que Mmh. loin de s'opposer, les propositions, les expériences sont très complémentaires. Et à chacun qui lit ce livre de puiser un peu dans ce qui lui parle le plus, de ce qui va le mieux avec sa propre personnalité ou même sa propre spiritualité. Mais c'est intéressant vraiment. Mm. Mmh. Alors aussi, avant de commencer, cette interview, je rappelle que vous pouvez aussi poser des questions donc à Olivier, sur le chat. On prendra un petit temps, s'il y a des questions bien sûr à la fin de l'interview. Donc la première question que je souhaitais vous poser, est-ce que vous pourriez nous citer quels sont les psychédéliques dont le livre fait l'objet? Oui, alors, ce livre parle surtout de l'expérience qu'ont les accompagnants des psychédéliques les plus classiques, Mmh. c'est-à-dire en fait principalement la kétamine, la psilocybine, de notre champignon dit magique, entre guillemets, euh, le LSD et la MDMA ou ecstasy. Euh, D'accord. Pourquoi? Parce que c'est les substances qui sont en ce moment les plus utilisées en recherche. C'est aussi les plus accessibles et les plus faciles entre guillemets à accompagner en Mmh. dehors d'un cadre très chamanique. Par exemple, des plantes comme l'iboga, l'ayahuasca, le cactus à mescaline, le peyote donc, ou bien la washuma, sont quand même d'un usage plus spécialisé, on va dire, réservé à un cadre chamanique très élaboré, très puissant, très fiable. Voilà, Mmh. donc les thérapeutes par exemple en Suisse, il y a certains thérapeutes donc qui ont demandé au ministère de la Santé suisse la permission de le faire, Oui. peuvent accompagner les gens pour des thérapies psychédéliques, bien sûr, moyant le montage d'un dossier, de justifier que c'est une thérapie qui pourrait être utile, évidemment pas. Mais ils ont le droit, des psychiatres, des psychologues, et ils utilisent ces substances-là, c'est-à-dire kétamine, ecstasy, LSD, psilocybine. Mmh. Mais après, on peut aller donc dans les plantes que j'ai citées ou dans des composés beaucoup plus exotiques, c'est-à-dire composés chimiques, il y en a plein qui se créent, tous Mmh. plus spéciaux les uns que les autres. Mais disons que voilà, les grands thèmes, le LSD a surtout été le premier psychédélique à faire vraiment l'objet de recherches cliniques importantes dans les années 50-60. Oui. Après, il était interdit. Maintenant, c'est vrai que c'est plus la kétamine et la psilocybine qui sont étudiées d'une part, notamment pour les dépressions résistantes aux antidépresseurs, D'accord. aux autres thérapies, et puis la MDMA qui est surtout utilisée, ecstasy, pour les troubles post-traumatiques. Mmh. En sachant que toutes ces substances-là, LSD, psilocybine, kétamine, etc., peuvent être utilisées comme anti-addictifs. C'est, vous voyez, le contraire de ce qu'on Mmh. croit. On a toujours peur Ouais. que les gens soient dépendants
alors que c'est l'inverse d'une drogue. Les Mmh. drogues rétrécissent la conscience. Oui. Soit l'accélèrent, soit la ralentissent, alors que les psychédéliques l'ouvrent, Mmh. l'élargissent, l'illuminent, on va dire comme ça. Euh, Psychédélique, c'est-à-dire qui révèle l'âme, hein, si on regarde l'étymologie. Mmh mh. C'est-à-dire, c'est vraiment tout, sauf des paradis artificiels, le fait d'être stupéfié, comme on dit, c'est stupéfiant, d'ailleurs, on les appelle des stupéfiants. Euh, c'est tout sauf être confus, être dans une sorte de fuite en avant de la réalité. Hein. C'est vraiment, on accède, enfin, les gens disent, sentent et montrent qu'ils accèdent à des réalités presque d'ordre supérieur. C'est ce qu'on appelle le caractère noétique de l'expérience, c'est-à-dire que les gens qui le Ouais. vivent disent c'est plus vrai que la réalité. En fait, dans la réalité ordinaire, on est comme dans un rêve dont on s'éveille dès qu'on élargit un peu la conscience et Mmh. on obtient une réalité augmentée plus, plus lumineuse que la réalité ordinaire, plus grande et plus pleine de potentiel. Voilà. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre que je dis ça, hein. Moi, je suis psychiatre, j'ai beaucoup étudié la psycho, j'ai écrit des livres sur la thérapie cognitive et comportementale et psychotique, donc c'est vraiment ma spécialité. Donc, je sais faire la différence entre un accès psychotique et Mmh. certaines expériences psychédéliques dont j'ai pu témoigner. Évidemment, en France, c'est interdit, il faut bien le dire. Hein. Là, dont je Oui. parle, je ne suis pas en train de dire que je fais des expériences psychédéliques en France ou que j'accompagne. Non, c'est pas le cas, c'est interdit. Les expériences que j'ai faites, c'est dans les pays dans lesquels c'était permis, le Pérou par exemple ou autre. Hein. Oui, ça Voilà. c'est important de le Oui, c'est préciser. important parce que même vous, pour votre émission, faut bien Oui. que vous soyez dans les clous de la loi et la loi peut être très sévère pour des gens qui inciteraient à la consommation. Hein, ça c'est. Là, ce qu'on fait en ce moment, on parle de faits, d'expériences, d'études qui ont été faites et non pas d'Olivier Chambon qui a découvert un nouvel Eldorado. Hein. Moi, je suis Oui. porte-parole Mmh mh. et j'essaye pas de vulgariser, j'aime pas ce mot-là, mais de rendre accessible la connaissance. Après, reste la prudence et la prise en compte des lois du pays. Bien sûr, oui. Mmh et bien être accompagné d'ailleurs, vous le précisez à plusieurs reprises aussi dans votre ouvrage, hein. Oui, ah ben, c'est un peu Mmh. fondamental d'être bien Ouais. accompagné. Je veux dire, sinon, c'est comme quelqu'un qui voudrait apprendre à conduire une Formule 1, alors qu'il n'a aucun permis, il n'a jamais rien conduit, et veut le faire tout seul. Mmh, c'est Il va compliqué. avoir des déconvenues au départ, il va lui arriver des petits valeurs. C'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un guide expérimenté, un accompagnant professionnalisé, qui, Oui. on verra comment, hein, il y aura, je crois, une question que tu vas me poser, Evelyne. Je peux te Oui, oui. tutoyer, ça ne te dérange pas? Oui, bah, ça m'arrange Ouais, d'ailleurs. Je me sens plus à l'aise d'accord. avec le tutoiement aussi. D'accord, d'accord. Donc, je sais que tu vas me poser une question sur la formation du thérapeute, sur les qualités du thérapeute, donc on y reviendra. Oui, oui, on va y venir. Mais Mais d'ailleurs, là, j'avais une question donc à te poser. Comment t'est apparue l'idée de t'intéresser justement à ce sujet, spécifique? ben, en fait, c'est par la pratique de certaines thérapies dites en état élargi de conscience, des thérapies qui sont tout à fait occidentales et qui n'ont rien de chamanique ou d'exotique. Hein. C'est-à-dire, je me suis d'abord formé à l'EMDR et en me formant à l'EMDR, j'ai été témoin en moi-même et sur les patients pour lesquels je proposais ça, d'état élargi de conscience surprenant qui avaient des possibilités thérapeutiques très intéressantes Mmh. et différentes de ce qui se passe en état ordinaire ou rétréci de conscience. Donc, du coup, je me suis formé à l'hypnose. Et pareil, en formant à l'hypnose, il s'est passé des choses un peu extraordinaires pour moi. J'ai D'accord. contacté une conscience plus grande que moi, et alors que je cherchais pas du tout, et que j'ai gardé, bien sûr, ma névrose normale. Hein, je suis pas devenu psychotique. Euh, et puis après, du coup, je me suis intéressé au chamanisme. Et dans le chamanisme, il y avait les substances psychédéliques notamment. Et aussi, je me suis intéressé là, en même temps à la psychologie transpersonnelle. Donc Grof, Mmh. Stanislav Grof, est un des grands pères fondateurs. Et dans la psychothérapie transpersonnelle, on s'intéresse justement au potentiel thérapeutique des états élargis de la conscience. C'est des thérapies qui sont spécialisées là-dedans, on va dire. Et, D'accord. euh, et donc, j'ai lu un des livres de Groff, parce qu'il en a écrit beaucoup, qui s'appelle, je me rappelle plus, Expérience extraordinaire, je crois. Quelque chose comme ça. OK. Il y a Expérience extraordinaire dans le titre. Et dedans, il faisait référence à certaines de ces expériences euh, psychédélique. Ah oui, c'est Quand l'impossible arrive. Voilà, le Mmh. titre de ce livre, c'est Quand l'impossible arrive de Stanislas Grof. Et j'étais vraiment entre le chamanisme qui me disait, tiens, il y a des chamans qui consomment parfois, puis Grof, qui est thérapeute transpersonnel, qui montrait par l'exemple ce qu'il avait vécu et ce à quoi on pouvait accéder. Je me suis dit, c'est comme une voie de la connaissance, et une voie spirituelle, et une voie aussi qui permet de faire le lien entre comme disent les anglo-saxons, le mind ou le brain et le spirit. La Mmh. liaison entre le cerveau, la psyché et puis la conscience spirituelle, quoi.
Mmh. Donc, c'est des substances qui relient ces trois niveaux et qui permettent de faire des hypothèses sur comment ça fonctionne et de les tester. D'ailleurs, il y a des recherches pour ça maintenant. Mmh. Mais d'ailleurs, on va en venir en parlant de la conscience. Qu'est-ce que la conscience, selon toi? La conscience, on pourrait dire comme Spinoza, c'est la substance de base de tout. La substance de base où tout est issu. La matière comme la pensée. Ça, c'est ce qu'on appelle la perspective post-matérialiste. C'est-à-dire que les matérialistes, ils disent, c'est la matière qui crée l'énergie et la conscience, alors qu'ils ne l'ont jamais montré, et qu'ils ne pourront jamais le montrer, c'est pratiquement sûr. Alors que la perspective post-matérialiste dit, c'est la conscience d'où vient l'énergie et la matière. C'est-à-dire la conscience, c'est ce qu'on appelle l'idéalisme moniste au niveau philosophique, c'est-à-dire que tout est dans la conscience. Par Mmh. exemple, la matière n'est qu'un des états particuliers de la conscience dans ce modèle-là. Et donc, c'est un champ de vie, VIE, c'est-à-dire vibration, information, énergie. C'est un champ qui composait des capacités de négantropie, c'est-à-dire de remise d'ordre et d'information dans le système. C'est pourvu d'une intention. Un chercheur scientifique américain appelle ça God, G-O-D, comme Dieu, mais sauf que c'est un acronyme. C'est G, ça veut dire guiding, O, organizing, et D, designing, c'est-à-dire qui guide, qui organise et qui conçoit. C'est un plan intelligent, évolutif et créatif, au propre. Enfin, il y a plusieurs façons de présenter ce champ originaire qui crée des formes qui sont en fait des dissociations éphémères de lui-même, grâce auxquelles il peut s'appréhender, prendre conscience de lui-même, se voir à travers les yeux des formes qu'il a créées, s'entendre à travers les oreilles des formes qu'il a créées. Mmh. Euh, donc ces dissociations éphémères de la grande conscience originelle, c'est nous. Ça peut prendre l'aspect de la matière ou d'esprit ou doté de subjectivité, peu importe. Mais on est des petits filets de conscience avec un petit c minuscule de cette grande conscience d'origine. Et les psychédéliques, ce qui se font, ou toutes les méthodes spirituelles, hein, qui font taire un peu l'ego, qui euh, euh, détendent le corps et qui ouvrent le cœur et qui calment Oui. l'esprit, toutes ces méthodes-là de spirituel, finalement font que la petite conscience peut se raccorder à la grande conscience d'origine et retrouver certaines de ses capacités et donc profiter de cette vie VIE, de ce God, G-O-D, etc. C'est-à-dire de quelque chose qui change la perspective de l'individu qui le vit, qui lui apporte de nouvelles ressources, qui lui permet comment dirais-je, de vider ses poches émotionnelles, ces traumatismes non résolus qui étaient dans le placard, et les faire sortir et les retravailler en séance grâce à l'afflux de conscience. L'afflux de conscience, hein, c'est comme dans les travaux d'Hercule. Hercule, il doit nettoyer les écuries d'Augias, et c'est quelque chose qui est infaisable, même par Hercule, en une seule journée. Donc, il détourne deux fleuves et il les fait plonger dans les écuries, et ça lave tout en même temps. Ben, ces gros fleuves-là, Oui, c'est chargement à haut débit de la grande conscience, de grand champ de conscience, c'est ce qui se passe avec les psychédéliques. Les psychiques d'accord. mettent le cerveau en mesure de recevoir des grands champs de conscience. Et quand je dis ça, c'est un peu comme si le cerveau était un poste de radio. Si on écoute de la musique, c'est pas le poste qui crée la musique. C'est-à-dire que si on a beau ouvrir le poste, on trouvera pas un orchestre dedans. Le Oh. poste, c'est juste un, un appareil qui permet de transformer les ondes électromagnétiques des programmes en ondes sonores pour que l'oreille l'entende. Donc, c'est un transcodeur, en gros. Et le cerveau, c'est un peu ça. C'est pas lui qui crée les expériences psychédéliques d'amour, d'harmonie, d'intelligence transpersonnelle, spirituelle. Il peut pas. Les neurones ne savent pas faire ça, hein. Les Mmh. matérialistes, ça s'appelle le hard problème, c'est qu'ils ont jamais pu montrer comment la matière crée la conscience. Et donc en fait, c'est comme si les psychédéliques, dans ce poste de radio, ils augmentaient un peu le nombre de transistors ou la sensibilité des transistors, ou ils augmentent la portée des antennes qui sont plus grandes. Donc on capte de nouveaux programmes. Mais là encore, c'est pas les psychédéliques qu'ils ont créés, c'est pas le cerveau qui les a créés. Le psychédélique n'est qu'un catalyseur, n'est qu'un ouvreur de porte. Après, ce D'accord. qu'on va trouver derrière cette porte, ça va dépendre de notre conscience individuelle et des bouts de conscience qu'on a connectés. Ça va pas dépendre du psychédélique, c'est pas lui qui induit les Mmh. contenus Oui. de l'expérience. Mmh. Donc ça, c'est important à savoir. Euh, les, les psychiques ne créent pas de nouveaux programmes, de même que le cerveau ne crée pas de nouveaux programmes. Par contre, ils permettent de les capter, hein. Et ça, Mmh. c'est le modèle typiquement post-matérialiste, c'est-à-dire de dire c'est pas le cerveau qui crée la conscience. Parce qu'après, les gens vont dire oui, mais alors, comme les psychiques modifient le cerveau, et ben voilà, c'est pour ça que ça crée tous ces phénomènes. Non. Ce qui fait, c'est dans un autre sens qu'il faut l'entendre. Les corrélats entre les études qu'ont fait les matérialistes sur le cerveau, c'est-à-dire les études d'imagerie cérébrale, et les tâches cognitives. Ils disent, voilà, c'est la preuve que c'est le cerveau qui produit la conscience, parce que
quand on produit telle tâche cognitive, il y a telle zone du cerveau qui s'allume ou telle zone qui s'interconnecte. Et ouais, non, mais c'est dans l'autre sens. C'est quand la conscience a contacté des champs et qu'elle est en train d'être changée, elle utilise, les mouvements de la conscience utilisent différemment le cerveau. Et comme il y a ce qu'on appelle un effet de neuroplasticité, que par exemple le neurofeedback montre, ou l'effet placebo montre, ou les traumatismes positifs ou négatifs montrent, qu'un phénomène purement psychique peut modifier l'architecture du cerveau, peut modifier son câblage. Quand on médite, par exemple, on a certaines zones cérébrales qui deviennent plus développées, qui se corrèlent, qui se lient entre elles. Donc, les matérialistes disent non, c'est le changement du cerveau qui crée les changements de la perception, etc. Non, c'est les changements de la perception liés à à l'arrivée d'informations et d'énergie des champs de conscience contactés grâce aux psychédéliques qui ont ouvert les antennes, qui ont sensibilisé les transistors du cerveau, on va dire, que du coup, comme il y a un afflux d'informations et de conscience, ben, ça modifie le fonctionnement du cerveau. C'est dans ce sens-là la neuroplasticité. Hein. Les D'accord. matérialistes, c'est clair ce que je dis ou pas? Oui, oui, c'est beaucoup plus clair. En tout cas, pour moi, ça l'est. J'espère que pour les D'accord, ben, personnes j'espère que ça qui allait t'écoutent pour aussi, tes auditeurs. mais je pense. J'avais une question aussi, concernant le pouvoir antéogène des psychédéliques. Alors, est-ce qu'il pourrait permettre aux individus de devenir davantage conscients et à terme, un changement de paradigme et de société? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est utopiste selon toi? Ah bah, de toute façon, il y a des études qui montrent que déjà, les psychédéliques, au moins, augmentent ce qu'on appelle le mindfulness, c'est-à-dire les capacités de pleine conscience. C'est-à-dire les capacités qu'a l'individu de se distancier des contenus mentaux ou émotionnels de son esprit, de ne pas réagir en jugeant, de ne pas alimenter ça en se racontant des histoires, mais de laisser passer ça et de laisser l'esprit se vider tout seul petit à petit. Donc, D'accord. les capacités de mindfulness, les gens qui font des psychédéliques, il y a des études qui montrent ils en ont des plus grands, enfin, elles se développent suite à la prise de psychédéliques. Mais Mmh. c'est après la prise, hein, après la séance. Hein, donc, il y a quelque chose qui continue à se développer après la séance. Et inversement, que les gens qui ont déjà fait du mindfulness ont des séances psychédéliques qui se déroulent plus facilement, qui sont plus profitables, plus fructueuses, moins difficiles. Donc, il y a une interaction entre cette méthode-là spirituelle et les psychédéliques. Mais je suis sûr et certain que ça serait la même chose pour toutes. C'est-à-dire que les gens qui font du yoga ont plus de facilité ensuite à vivre l'expérience psychédélique, mais que cette expérience psychédélique les aide ensuite à mieux pratiquer leur yoga. Parce qu'en D'accord. fait, tout ce qu'on obtient de spirituel avec les psychédéliques, on peut l'obtenir sans les psychédéliques. Et inversement, tout ce qu'on obtient sans psychédéliques dans des méthodes spirituelles, on peut l'avoir avec des psychédéliques. La différence, c'est qu'avec les psychédéliques, c'est plus rapide, C'est plus c'est rapide, plus oui. intense et c'est plus fréquent. C'est-à-dire que dans les études, qui montrent par exemple que 60%, en gros, hein, c'est une moyenne que je fais sur différentes études, 60% jugent dans les études cliniques faites dans des hôpitaux universitaires, hein, je parle pas, Oui. c'est du professionnel ça, hein, ces études cliniques montrent que, en gros, 60% des gens qui ont pris un psychédélique à une dose suffisamment forte, genre psilocybine par exemple, c'est pas mal été testé, vivent une expérience qu'ils situent comme étant parmi les 5 plus significatives de leur vie, ou bien comme l'une des 5 plus spirituelles de leur vie. Ouais. Donc pour ces sujets-là, il ne fait pas de doute que cette expérience a été tout sauf artificielle et a conduit à quelque chose d'authentiquement spirituel, ou en tout cas à haute signification existentielle, hein, quand ils disent que ça a modifié le sens de leur vie. Donc, c'est vraiment, il y a un avant et un après, quoi. Donc, Oui. en gros, dans les études, c'est entre 50 et 70%, hein, quand même, les gens, ce qui est énorme. Ouais, c'est Parce énorme, que oui. va dire à une personne, qu'en un cours de yoga ou en un cours de méditation, elle a 50 ou 70% de chance de vivre quelque chose de spirituel. Elle va dire, non, c'est pas possible, vous rigolez, vous êtes en train de... Alors, mais ça, c'est dans des conditions super bien accompagnées. C'est-à-dire avec des substances pures, dont on connaît parfaitement le dosage, donné avec le respect de tout un tas de conditions qu'on appelle le set et le setting. Set, c'est la prédisposition mentale, en gros, et le setting, c'est la prédisposition, enfin, c'est le contexte environnemental, confort, confort, sécurité, bon accompagnement, etc. Hein. Mmh. Donc, quand il y a ça, et puis la matrice sociale, c'est-à-dire que c'est vécu comme bon pour la société parce que c'est dans une étude avec des médecins, que donc on n'est pas en présence de toxicomanes qui font n'importe quoi. Donc, il y a toutes ces conditions qui sont réunies. Eh bien, quand même, on a un pourcentage impressionnant quand même d'expérience spirituelle. Et en plus, les études montrent que si on regarde parmi ce qui a changé chez la personne, ou les échelles de mesure de la symptomatologie, par exemple de la dépression, si c'était pour des déprimés, plus comment
ils font des échelles de mysticisme, c'est-à-dire ils regardent ça permet d'évaluer à quel point l'expérience qu'ont vécu les gens sous psilocybine, par exemple, était identique à des expériences mystiques spontanées ou par des pratiques spirituelles sans psychédéliques. Eh bien, dans les études, non seulement ils montrent que, oui, les échelles de mesure montrent que c'est des expériences qu'on ne peut pas distinguer des expériences spirituelles habituelles, enfin habituelles, sans psychédéliques, mais qu'en plus, c'est l'intensité de la note à ces échelles de mysticisme ou d'expérience spirituelle qui OK. prédit le mieux l'importance et la durabilité du changement chez le sujet. Et ça a été démontré chez les déprimés, ça a été montré chez des gens qui étaient toxicomanes, alcool, cigarettes, c'était montré dans différentes pathologies, que donc le côté impact spirituel est important pour le changement. C'est pas un gadget, c'est pas un effet secondaire négatif, c'est Mmh pas mh. un épiphénomène bon, bah, qui vient, mais si on pouvait s'en passer, parce qu'il y a des industries pharmaceutiques qui cherchent à recréer des médicaments psychiques sans expérience spirituelle ou sans expérience visionnaire, ils appellent ça des hallucinations. Donc, Mmh. le mauvais côté du mot, enfin, c'est-à-dire, c'est pas des hallucinations, c'est des visions. C'est-à-dire, on voit quelque chose qu'on ne voit pas en état ordinaire de conscience, parce que le poste de radio de notre cerveau n'est pas assez, branché n'est pas assez ouvert pour capter d'autres programmes. Mais quand on les voit, ces programmes, ils sont aussi vrais que ceux qu'on voit en état de conscience ordinaire. Donc, c'est important, ça, de considérer ça. On a comment dirais-je, une société occidentale, moderne, qui a peur des états élargis de la conscience, qui les pathologise, alors que dans d'autres sociétés, au contraire, ils sont recherchés, ils sont utilisés pour leurs propriétés thérapeutiques. Mais il Mmh. est sûr que quand on a peur de quelque chose, eh ben, on ne veut pas le voir, donc on n'apprend pas à le manier, donc il reste dangereux, effectivement. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit les psychédéliques ne sont pas interdits parce qu'ils sont dangereux, ils sont dangereux parce qu'ils sont interdits. Mmh. Dans le sens où, étant interdits, il n'y a pas d'éducation qui peut se faire, il n'y a pas Exact. d'accompagnement officiel qui peut se faire, ils sont vendus à la petite sauvette, parfois c'est des mélanges, parfois ça n'a rien à voir, les gens le prennent sans aucun code de la route, quoi. Ouais, Donc c'est encore pire. c'est ça surtout qui les rend dangereux, en fait. Il y a aussi une autre phrase qui dit les psychédéliques sont dangereux pour ceux qui n'en consomment pas. Alors Ah! alors on en revient à cette phrase. Pourquoi c'est ça? Parce que je vais reprendre le chemin. Tu m'as dit, mais quels sont les effets, par exemple, spirituels? Alors, enfin, je te parlais d'au moins un effet d'agrandissement de la conscience, tu Oui. sais, de mindfulness, de prise Mmh mh. de pleine conscience. Et donc, ça veut dire que toutes les qualités de la grande conscience incassée, mais mises à disposition des terriens que nous sommes, se révèlent grâce au psychique. Et c'est quoi ces qualités? C'est des déclinaisons de l'amour. Mmh. C'est-à-dire gentillesse, tolérance, douceur, empathie, compassion, entraide, solidarité, générosité, etc., etc. Tout ça, c'est des déclinaisons. Et les gens qui prennent des psychédéliques, pareil, il y a des études qui le montrent, ont ces qualités prosociales qui se développent. Ben, pourquoi? Parce qu'ils ont vécu des choses dans lesquelles ils se sont rendus compte, à un certain niveau, quand on s'élève à un certain niveau d'élargissement de la conscience, que toi c'est moi et moi c'est toi. Et même à un niveau supérieur, il n'y a ni toi ni moi, il y a elle, la conscience. Ou lui, le Dieu 2.0, on va dire. Euh, et que donc on est tous frères et sœurs de la même conscience originaire. Et que donc ce que je fais à moi, je le fais à l'autre. Et ce que je fais à l'autre, je le fais à moi. D'une façon ou d'une autre, ça me reviendra. Donc on apprend aussi, puisque c'est parfois des expériences de mort-renaissance avec les psychédéliques, lorsqu'il y a des séances fortes, et on apprend vraiment que la conscience individuelle survit à la mort du corps qui a une façon de naviguer après la mort qui est proche de la façon de naviguer dans les états élargis de la conscience des psychédéliques. Les psychonautes, pardon, ceux qui Mmh mh. voyagent dans les états élargis de la conscience avec les psychédéliques sont aussi des thanatonautes. Ils apprennent à l'avance peut-être à naviguer dans les états qui nous attendent, les états de conscience élargie qui nous attendent après la mort. Parce que le corrélat du post-matérialiste, c'est que le cerveau ne crée pas la conscience. Donc la conscience est indépendante du cerveau et elle survit à la mort du cerveau. Alors que le matérialisme disait l'inverse. Il disait le cerveau crée la conscience comme le foie crée la ville, quoi. Donc quand le cerveau s'arrête, ben il n'y a plus rien. Or, les expériences de mort imminente, les NDE, Near Death Experience, montrent qu'au contraire, quand le cerveau est complètement ralenti, voire ne fonctionne plus à l'électroencéphalogramme plat, les potentiels évoqués visuels auditifs plats, que le cœur ne fonctionne plus, qu'il n'y a plus de respiration, donc il y a une mort clinique, c'est là que la conscience reprend toute son ampleur et a des capacités non locales, indépendantes du temps et de l'espace, contacte d'autres mondes, apprend des choses extraordinaires sur le fonctionnement de l'univers, fait une revue de vie de tout ce qui s'est passé et comprend à quel point l'amour manquait dans certaines situations, au contraire était bien présent, à quel point c'était important. Enfin bref, la conscience est hyper active alors que le cerveau fonctionne quasiment plus ou plus du tout. Donc ça va pas du tout dans le sens du modèle matérialiste que le cerveau ferait la conscience.
Hein, c'est Mmh. comme si quelqu'un qui avait une voiture disait le moteur fait avancer la voiture, mais quand on le casse, le moteur, la voiture va encore plus vite. On se dit, c'est bizarre, t'es sûr que c'est le moteur qui fait avancer la voiture? Parce que si quand on le casse, ça va plus vite, il y a peut-être un autre moyen d'expliquer tout ça. Donc voilà. Donc, je sais plus de quoi je parlais d'ailleurs. Des aspects, pourquoi ça amène quelque chose. Et ça amène aussi une grande connexion non seulement à soi, c'est-à-dire sont les psychédéliques, notamment la MDMA, sont des entactogènes, c'est-à-dire qu'ils te mettent en contact de ta vie intérieure, de tes émotions, tu peux les explorer avec plus de lucidité, les refoulements, les mécanismes de défense se fluidifient, se mettent au repos, et donc tu peux mieux observer ta vie intérieure que tu ne connaissais pas, parce que tu avais peur de l'observer, et tu l'observes avec plus d'amour et de compassion envers toi-même, donc ça favorise encore plus les révélations et les compréhensions différentes de ta vie intérieure. Donc c'est un empathogène aussi, c'est-à-dire ça te met au contact de la vie émotionnelle de l'autre, ça te connecte, tu sens ce qu'il ressent, tu ressens mieux, tu comprends mieux comment il est, et tu peux donc mieux l'aimer et moins l'agresser par tes jugements, on va dire. Et puis ça connecte aussi à la nature. Et donc, ce sont aussi des substances pro-environnementales, c'est-à-dire que c'est typique l'effet que des gens qui ont pris des psychédéliques, après, quand ils les prennent, soit dans la nature, soit après, quand ils sortent dans la nature après les avoir pris, ils sont émerveillés, quoi, de la beauté de la nature, à quel point elle est vivante, intelligente, elle se connecte et communique avec nous. Et on est fait de cette nature, on vient de cette nature, et nos liens sont extrêmement plus profonds et plus intenses qu'on ne le croit quand on est un urbain qui n'a jamais vécu dans la nature, c'est incroyable. Donc il y a un respect naturel, c'est une écologie naturelle qui naît là. C'est plus parce qu'on a peur de cramer en été et de griller sous la sécheresse, etc. C'est plus pour ça qu'on le fait, c'est plus par la peur, c'est par amour pour cette nature qui est aussi notre nature Mmh, c'est propre. porteur d'espoir. En tout cas, j'aime beaucoup t'entendre dire ça. Oui, C'est beau, c'est tout très à beau. fait. Alors bon, après, on verra ce qu'en feront les médecins s'ils cantonnent ça dans des cliniques uniquement pour des personnes malades. Et donc, ils refuseront, ou ils feront refuser, ou ils participeront à un mouvement politique qui refusera que des sujets sains puissent s'en servir pour de l'exploration spirituelle, ce qui normalement est un droit fondamental. On devra avoir le droit Mmh, d'explorer et de modifier les contenus et les processus de notre conscience à notre gré, pourvu que ça ne nuise pas à autrui. Or, les psychiques ne nuisent pas à autrui. Il y a des tas d'études épidémiologiques qui montrent que ils sont moins dangereux, bien moins dangereux pour l'individu et la société que l'alcool, le tabac, les benzodiazépines, etc. Enfin, tout ce qui est légal dans nos pays. Et puis en plus, ces substances qui t'apprennent rien, quoi, ou très peu de choses. Alors que les ouais. psychiques t'apprennent beaucoup de choses. Donc, tu vois, c'est étonnant qu'on ait diabolisé ces inducteurs de conscience et qu'on ait favorisé ces extincteurs de conscience que sont les drogues habituelles, quoi. Euh, donc oui, euh, si voilà, je disais si jamais les industries pharmaceutiques ne réduisent pas les psychédéliques à des substances uniquement biologiques dont il faut renier tous les effets un peu psychédéliques parce que c'est pas ça qu'on cherche et on veut faire juste des super médicaments qui agissent sur les récepteurs comme les autres, c'est-à-dire qu'on veut les normaliser entre guillemets, ou des médecins qui veulent garder pour eux le savoir et empêcher les gens qui sont d'authentiques chercheurs spirituels de vouloir accélérer, approfondir ou bonifier leur démarche spirituelle grâce aux psychédéliques. Non, normalement, il faut les deux. C'est pour ça que moi, bien que je sois médecin et psychiatre, je me méfie quand même. Et D'accord. je dis il faut non pas combattre les matérialistes ou l'approche biologique, c'est une jambe nécessaire. Il faut l'approche matérialiste et post-matérialiste, c'est comme deux jambes qui me feront marcher. Il faut ces deux jambes-là. Sinon, on saute sur un pied, c'est désagréable. Mais qu'on n'est pas une branche et essayer de bouffer l'autre. Oui, Essayer de discréditer l'autre. Donc c'est pour ça, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt dans le domaine biologique en ce moment dans le psychique, moi je suis plutôt allé dans le domaine spirituel, post-matérialiste, la conscience. Et c'est pour ça qu'on a créé notamment avec Stéphane Schillinger, qui est un excellent aussi auteur qui a écrit La sagesse interdite chez Trédaniel, qui montre à quel point toutes les grandes religions, polythéistes, monothéistes, les prophètes, les écoles à mystère grec, le chamanisme, tout a été influencé est, est marqué par l'usage de psychédéliques. Les penseurs grecs, les tragédiens grecs, les poètes grecs, les grands, hein, Platon, pardon, Aristote, Cicéron, Marc Aurèle, pour ça c'est pas des Grecs, c'est des Romains, euh, et Sophocle, Échille, enfin bref, ils ont participé notamment à des mystères, des écoles à mystères, qui utilisaient du kykéon, c'est-à-dire du LSD, l'équivalent du LSD, notamment dans la célèbre école des mystères d'Éleusis. Et Stéphane Schillinger, dans son livre La sagesse, a bien fait
le rapprochement entre toutes ces racines historiques des psychédéliques qui ont aidé l'humanité à s'élever, à la fois dans la spiritualité, mais aussi dans le savoir. La philosophie, la physique grecque doivent aux psychédéliques. Et même Crick, qui a eu le prix Nobel de biologie, qui a dit qu'il avait découvert la structure de l'ADN grâce au LSD. Ou Karen Mullis qui a trouvé les polymérases grâce au LSD. Donc même encore maintenant, ce sont des substances qui aident l'humanité à évoluer. Donc il faut arrêter de les diaboliser, de les stigmatiser. Mmh. Je voudrais Oui. aussi, revenir, bien que ce soit très intéressant, vous en parlez aussi, hein, dans l'ouvrage, de toute façon vraiment, tout est expliqué. Mais je voudrais revenir sur, une question en fait qu'Anna Sandra vous a posée, concernant les émotions, qui nous bloquent l'accès des fois à ce monde spirituel. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que vous répondez que grâce à l'élargissement de la conscience, on n'est plus dans l'émotion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors, on n'est plus et on est en même temps. Parce que la meilleure façon de ne pas être, comment dirais-je, soit bouleversé, envahi par une émotion ou de ne pas s'en dissocier, s'en couper, s'anesthésier, et on se prive d'une partie de notre vie intérieure à ce moment-là. Donc la meilleure façon de ne pas être soit submergé ou soit dissocié, c'est d'accueillir une émotion, mais pas l'accueillir au niveau de toutes les histoires qu'on se raconte, les histoires négatives sur soi, sur les autres, sur le passé, sur le futur, hein, qui l'alimentent, comme si on mettait des bûches dans le feu, mais de laisser la composante physique, emotion, ça veut dire énergie en mouvement. Donc l'énergie en mouvement dans le corps qui a été bloquée par ces structures cognitives ou affectives, ces histoires qu'on se raconte, qui les nourrissent, qui a Mmh. été bloquée, et la laisser circuler dans le corps jusqu'à ce qu'elle soit évacuée, jusqu'à ce qu'elle soit purgée naturellement, sans ni la repousser, sans ni l'attirer par tout ce qu'on se raconte justement. Donc, les psychédéliques aident à avoir une conscience suffisamment large pour la conscience soit plus dans la douleur, mais c'est la douleur qui est dans la conscience. C'est-à-dire que la conscience est devenue plus large. Et étant plus large que la douleur, elle peut la vivre en conscience. Et comme le soleil fait fondre un bloc de glace sans qu'il y ait besoin d'effort, de raisonnement, de comprendre, ça se fait tout seul. Le soleil de la lumière de la conscience, quand elle est en présence imposée à la douleur non entretenue, non nourrie par les pensées, eh ben, fait fondre cette douleur qui se délite. Les associations corporelles qui étaient associées à cette émotion changent, se transforment, on les suit avec curiosité, Mmh. et elles se purgent, et c'est très bizarre, ça fait comme si ça n'avait jamais existé. Ça, c'est un peu aussi ce qu'on appelle le TIPI ou régulation émotionnelle, c'est une méthode Oui. particulière, mais on retrouve ça aussi en mindfulness, hein, en méditation pleine conscience, cette attitude de non-résistance, de non-jugement vis-à-vis de l'émotion, qui est vécu non pas comme un ennemi ou comme chose qu'il faut absolument restreindre, mais comme une énergie qui jusqu'à maintenant avait été enquistée, retenue, Mmh. comprimée. C'est ça qui crée la douleur et qu'on peut apprendre à relaisser circuler fluidement et sans la compliquer de pensée. Et les psychédéliques, grâce à l'élargissement de la conscience, permettent cette attitude, cette posture face à l'émotion où on bouge pas et on laisse passer. Parce que si on est dans un état de conscience rétréci qui a peur de l'émotion, ou qui s'en veut, qui se juge pour l'émotion, ou qui en veut à d'autres d'avoir créé cette émotion, eh ben, on s'en sort pas. C'est la douleur, c'est l'émotion qui dirige. Si on élargit et que l'émotion est juste là, mais on voit tout ce qui est autour, et qu'il y a des tas de façons autres de vivre l'émotion, de l'interpréter, etc. Et d'ailleurs, on va pas l'interpréter, on va juste la laisser circuler, reprendre vie. Voilà. Est-ce que c'est ça, ce que j'avais répondu à Oui, Alessandra? Je me rappelle plus. oui, totalement. Tu es très pédagogue, hein, j'étais pleinement, concentrée sur, ton explication. Je te Ah, remercie merci. d'ailleurs, pour tes explications, c'est beaucoup plus parlant, en tout cas pour moi. Je voulais te poser aussi une question. Est-ce qu'il y a une différence, entre une expérience donc spirituelle vécue sans psychédélique et aussi avec psychédélique? Alors, je te passe les cinq, les cinq façons de voir la chose pour aller directement à la conclusion. OK, ça marche. C'est Ça me qu'a va aussi. priori, a priori, enfin, a priori, et par la recherche, le contenu mental, émotionnel, spirituel d'une expérience mystique sans psychédélique est le même qu'une expérience mystique avec psychédélique. Mmh. Simplement, la seule différence est que c'est vrai qu'une expérience psychédélique ne constitue pas une vie, pardon, excuse-moi, une expérience spirituelle sous psychédélique
ne D'accord. constitue pas une vie spirituelle. Une vie spirituelle. C'est-à-dire que si la personne se contente de vivre de très belles expériences, mais n'en tient absolument pas compte pour changer quelque chose dans sa vie quotidienne, se laisse reprendre par ses vieux schémas et oublie les nouvelles compréhensions qu'il avait eues pendant la séance psychédélique et se repose sur ses lauriers et attend la prochaine séance psychédélique pour de nouveau avoir un aperçu spirituel, ben, ça va pas l'avancer beaucoup. C'est vrai que, de toute évidence, les expériences sont bien spirituelles, mais ne conduisent pas à une vie spirituelle s'il n'y a pas de pratique régulière, ou en tout cas s'il n'y a pas une application de ce qui a été compris, vécu dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est ce qu'on Mmh. appelle l'intégration. Et c'est pour ça que intégration, assimilation. C'est pour ça que les thérapies psychédéliques sont en trois temps. Il y a la préparation mentale, émotionnelle, énergétique et physique pour que l'énergie de la substance circule bien et qu'il n'y ait pas des crispations qui fassent Mmh. vibrer l'ensemble et que ce soit très désagréable. Bref, donc il y a une préparation, il y a un accompagnement dans un bon set et setting, comme je disais, bonne condition mentale et bonne condition d'accompagnement. Et puis il y a une phase d'intégration après la séance. Et cette phase d'intégration peut prendre du temps, hein. Gabor Maté, qui lui a pas mal étudié l'ayahuasca, disait qu'il fallait, après une séance d'ayahuasca, il fallait 12 séances d'intégration. Alors, il en faut peut-être un peu moins après une séance de LSD, ça peut être 3, 4, mais en tout cas, il ne faut pas faire des séances les unes sur les autres et sans intégration. Ça sert à rien. D'accord. Alors, c'est même peut-être même confusionnant au bout du compte, quoi. Mmh. Et donc en fonction des sujets, alors combien de temps en fait, durent, j'ai envie de dire les effets, hein? Je vulgarise ça, mais ça dépend, tout est Lors subjectif en d'une séance ou après une séance? après une séance. Ah bah ça dépend. Quand la séance a été bien vécue, c'est-à-dire que la personne a fait des grandes prises de conscience, a été en contact de nouvelles vérités, de nouvelles expériences émotionnelles, a fait la lumière sur ce qui était dans l'ombre avant dans sa psyché. Enfin bref, et qu'en plus, elle est vraiment motivée et ouverte pour poursuivre la réflexion, pour laisser travailler la substance, peut-être même faire des méditations où elle se relie en esprit à la substance, sans en prendre, hein, je parle. Et, Oui. euh, et que pendant la séance, et juste après, elle a noté un peu ou mis sur un enregistreur ou fait des dessins ou laissé à l'accompagnateur le soin de noter pour qu'elle se rappelle après la séance ce qu'elle a vécu parce qu'il y a des fois, on peut oublier, hein, il y a des fois certains souvenirs qui sont state dépendantes, c'est-à-dire qui sont dépendants de l'état. Et on s'en rappelle dans un certain état de conscience, on s'en rappelle plus dans un autre. Donc c'est bien qu'il y ait OK. quelqu'un comme, soit qui enregistre, soit qui note pour nous le rappeler après et que ça reste un point de référence valable pour les mois qui viennent. Donc, si on est dans Mmh. cette ouverture de je veux progresser, je veux euh, continuer avec une voie spirituelle qui permet de faire fructifier les acquis de la séance psychédélique, ça peut durer longtemps. Les effets, on peut les ressentir. Ça s'appelle l'afterglow en anglais, glow de Glow. C'est-à-dire la traîne de l'expérience, ça peut durer longtemps, hein, si on est sensible, si on le cherche, si on l'anticipe, si on va le trouver. Euh, donc, Mmh. il y a des gens, par exemple, si on reprend l'ayahuasca, qui font des choses d'ayahuasca, et ensuite, pendant un an entier, ça travaille, et l'esprit de l'ayahuasca leur parle pendant leurs rêves, ou pendant qu'ils ont un état élargi de conscience par une autre méthode, l'hypnose, par exemple, le NDR, il leur apparaît un serpent, le serpent de l'ayahuasca. Enfin, je veux dire, il y en a qui sont vraiment en lien, qui restent en lien avec l'esprit, entre guillemets, de la plante, ou sans guillemets, ça fait on le voit. Et puis d'autres, non, ils font un truc, et puis voilà, ils repassent à leur... Et là, c'est la dépendance psychologique, finalement, elle a plus de chances de se passer là. C'est-à-dire quand les gens font des expériences massives, n'en tiennent pas compte, et puis après, ils ont besoin d'en refaire parce que comme ils n'en ont pas tenu compte, ça n'a pas changé grand-chose, donc ils éprouvent le besoin de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mmh. C'est clair ce que je dis? Oui, ça va? Oui, oui, c'est très clair. D'accord. Donc, après tous les témoignages que tu as récoltés, dans cet ouvrage, est-ce que tu pourrais nous dire justement quelles seraient les qualités d'un bon accompagnateur? Parce que, bah, tu insistes, hein, sur le fait que ce soit très Oui. important. Ah bah oui, tout à fait. Bah, un bon accompagnateur, c'est quelqu'un bon, qui est ouvert. Ouvert, c'est-à-dire qui est prêt à entendre des choses qu'il ne connaît pas ou avec lesquelles il n'est peut-être pas d'accord ou peut-être qui sort complètement de son champ habituel de formation, qui est curieux, qui est tolérant, qui est empathique, qui est capable d'accueillir la souffrance, Mmh donc qui est mh. capable d'intervenir et aussi de ne pas intervenir.
de s'abstenir d'intervenir pour laisser le processus se faire. Alors que dans certaines écoles de psychothérapie, on va vite essayer de faire quelque chose, alors que là, pour le sujet, à ce moment-là de la séance, il faut laisser faire l'intelligence du vivant, l'intelligence de la substance, l'intelligence de son âme, et pas intervenir en tant que thérapeute. Il faut savoir à quel moment il faut intervenir et à quel moment il ne faut pas intervenir. Il faut, moi je dirais, avoir des notions d'énergétique, des capacités de lecture des phénomènes psychocorporels, parce que parfois il y a nécessité d'un petit contact, d'un petit massage, ça. Alors bien sûr, avec des précautions éthiques, hein, et pas de contact sexuel, pas de massage érotique, hein, c'est uniquement en fonction des besoins de la personne et quelque chose de juste à ce moment-là, et pas forcément pris à l'avance. Donc il faut aussi que la personne ait fait des thérapies et non seulement, si possible, qu'il soit psychothérapeute de base, de formation de base, mais en plus qu'il ait une formation complémentaire en psychothérapie transpersonnelle, hein, ces fameuses psychothérapies qui travaillent en état d'énergie de conscience, voire en psychothérapie spirituelle, c'est-à-dire qui est capable d'interpréter et d'utiliser la composante spirituelle qu'on a tous en nous et qui est la recherche de l'union, de la réunion, de la communion avec la source, avec un S majuscule, avec le Mmh. je, avec un J majuscule, le je tout nu, c'est-à-dire sans qualificatif. Je suis celui qui est, quoi. L'origine de l'être. Mmh. C'est beau. Euh, voilà. Et tout ça, si tu veux, il faut être sensibilisé, donc avoir des capacités de psychothérapeute classique, de psychothérapeute transpersonnel, de psychothérapeute spirituel, presque on pourrait dire ça. Et puis avoir une connaissance bah, de ce que peuvent rencontrer les gens dans certains états élargis de la conscience, hein. Moi, j'appelle ça le niveau 2 prime, dans les 6 niveaux de la conscience que je mets dans le livre l'éveil psychédélique, hein, c'est un modèle en 6 niveaux, et au niveau 2 prime, niveau transpersonnel, les gens peuvent rencontrer certains comment, archétypes, certains symboles, peuvent Mmh. revivre des histoires genre quête du héros, mythe, euh, et c'est important de connaître ces symboles, ces mythes, ces archétypes, pour être capable de les repérer, puis de savoir comment l'individu peut se situer vis-à-vis de ça, comment on peut l'aider à en tirer les côtés lumineux et pas les côtés ténébreux, ou se séparer des côtés ténébreux de l'archétype, qui peut être Mmh. possessif presque à un certain niveau. Euh, et puis, quand on parle de psychothérapie spirituelle, c'est bien de connaître les différents courants religieux, parce que les gens peuvent vivre vraiment des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils peuvent être tout à fait naïfs, athées, sans aucune culture, ni symbolique, mythique, ni religieuse, et vivent des choses d'une précision et d'une profondeur qu'on se dit, mais comment ça, c'est des sages qui disent ça, ou c'est comment on appelle ça, ceux qui sont censés être les scribes du dogme ou du canon, des érudits, voilà, c'est des érudits du bouddhisme ou des érudits du judaïsme, des érudits de la gnose qui disent Mmh. ça. Comment vous pouvez savoir ça? Ben, ça leur est venu parce qu'ils se sont branchés à l'inconscient collectif jungien, hein, c'est-à-dire Mmh. ces champs d'information de vie et d'énergie, voilà. C'est cette noosphère, dirait Teilhard de Chardin, cette toile Mmh. suprale, dirait Emmanuel Ransor, c'est-à-dire en fait, ce grand cerveau fait de toutes les petites expériences, cette banque de données vivante et intelligente qui continue à grandir, parce que c'est la conscience, elle adore apprendre, elle adore grandir, elle adore s'expandre. La conscience aime la conscience, elle aime rencontrer la conscience, jouer avec. Donc, il y a toute cette banque de données comme ça, et les gens rencontrent un certain niveau d'élargissement de conscience, de remonter de la petite conscience au fond du tourbillon qui remonte vers la grande conscience de l'océan primitif. Ils retrouvent leur lien et leur connexion avec ces savoirs. Mmh. Euh, et ça peut être très spectaculaire d'ailleurs. Et c'est bien que le thérapeute ait ces notions pour pouvoir être un interlocuteur intelligent avec le patient. D'accord. Savoir comment interpréter ça, quoi en faire, quelle portée énergétique ça peut avoir, ces symboles, qu'est-ce qui ramène de plus vivant encore à l'individu après l'avoir vécu. Mmh. Alors ici, on a une question de Nadège et comment le trouver, le bon accompagnateur? Et Justement. alors, j'ai pas fini, excuse-moi, parce que pour l'accompagnateur, il y a aussi le fait que c'est bien qu'il ait des connaissances en neurosciences et psychopharmacologie, notamment pour qu'il sache qu'il n'y a pas des interactions médicamenteuses, parce qu'il y a certaines substances psychédéliques qu'il faut absolument pas prendre avec certains médicaments psychiques ou physiques, hein, absolument pas. Il sait bien aussi qu'il ait des connaissances en psychopathologie, c'est-à-dire les maladies mentales ou les organisations pathologies de la personnalité, parce que il y a certaines personnes, des borderline, des narcissiques avancés, des pré-psychotiques ou psychotiques, des bipolaires, des personnes qui ont des problèmes
qui sont pas trop compatibles avec des psychédéliques, surtout pas quand ils sont en dehors d'une clinique, etc. Mais ça fait déjà partie des critères d'exclusion, même dans les cliniques sécurisées où il y a du personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même eux, ils les évitent. Donc, donc tout ça, il faut s'y connaître un peu, hein, il faut être capable de détecter. Donc, soit, comme il va y avoir beaucoup de thérapies psychédéliques dans quelques années aux États-Unis, en Angleterre, peut-être dans une dizaine d'années en France, et qu'il n'y aura pas assez de thérapeutes, il faudra peut-être penser aussi à informer en profondeur des sitters, des accompagnateurs non professionnels en attendant D'accord. qu'il y ait suffisamment de professionnels de la psychologie qui s'y mettent. Et il vaut mieux ça que rien du tout. C'est des gens qui peuvent être informés en profondeur, ces accompagnants non professionnels, ces sitters, ils appellent ça en anglais S-I-T-E-R. Et dans ces cas-là, si eux, ils connaissent pas grand-chose en psychopathologie ou en psychopharmacologie, au moins qu'ils travaillent en doublon avec un médecin ou avec quelqu'un qui s'y connaît, un psychothérapeute spécialisé, pour avoir un, comment on appelle ça, un soutien Mmh. et une aide experte Un appui, pour oui. savoir détecter ce qui va pas, quoi. Mmh. Alors, donc, il y avait la question de la personne, Oui, excusez-moi, donc. tout à fait. Je voulais aussi revenir sur quelque chose parce que, dans l'ouvrage, tu expliques bien sûr que c'est pas une formation qui est rapide, mais que ça prendrait plusieurs années, donc 4 à Oui, 5 ans. ah bah oui, Donc au moins 2 ans pour être psychothérapeute classique, au moins, hein. Au oui. moins 1 an pour être thérapeute transpersonnel et au moins 1 an pour se spécialiser en plus dans les psychédéliques. Nous, juste pour te dire, et après j'aimerais bien répondre à la question parce que je sais que Mmh. quelqu'un qui pose une question, Oui, il doit oui, être on va la frustré quand on lui remettre. répond pas. Moi, je suis On un va peu la comme ça. remettre. Mais juste une chose, justement, nous, on fait la première initiation en profondeur Mmh mh. euh, sur les thérapies psychédéliques. Alors, initiation en profondeur, c'est on dit pas qu'on forme. Ce serait très prétentieux parce que c'est D'accord. online, en ligne, donc en direct, en interaction, sur 2 jours pour les francophones, c'est-à-dire français, belges, suisses, canadiens, québécois. Et ce sera la première. La première session se déroulera le 28-29 janvier. Et ceux qui sont intéressés, il faut taper Antea, N-T-E-A.ca, parce que c'est un Canadien qui a fait le site. Donc, antea.ca. Mais ça, c'est juste un début une mise, on met le pied à l'étrier, comme on dit après, il faudrait de toute façon une formation bien plus conséquente. Mais ça permet aux gens peut-être de savoir aussi où ils mettent les pieds, si vraiment c'est ça qu'il leur faut ou qu'ils aiment, puis avoir des notions de base qui leur servira s'ils doivent faire comme credentials, c'est-à-dire comme quelque chose, une attestation qu'ils ont commencé à travailler là-dessus, s'ils veulent faire des trucs, des formations plus sérieuses aux États-Unis en anglais, genre celle de la MAPS ou du CIS, enfin bref, il y a plusieurs écoles comme ça. Alors voilà, la question Alors, de. revenons-en donc à Nadège, nous ne t'avons pas oublié. Alors qui te pose la question: «Et comment le trouver, le bon accompagnateur?» Ah, ben en France, normalement, vous ne pourrez pas le trouver. Pourquoi normalement vous ne pourrez pas le trouver? Parce que c'est interdit, illégal. C'est pas encore légal, Donc pas encore. voilà, pour l'instant. Donc ça sert à rien après l'émission de m'écrire en me disant Docteur Chaumont, parce que et je comprends que vous fassiez ça, il n'y a pas de souci, c'est pas un jugement de ma part. Au contraire, je respecte ça, mais croyez-moi que quand les gens m'écrivent après une émission en disant «Ah, je vous écoutais, mais c'est génial, moi ça fait 20 ans que je suis déprimé, j'ai tout essayé, rien n'a marché, c'est vraiment un espoir, comment je peux faire ça? Dites-moi une adresse». Je suis désolé que moi, la presse, les autres, on vous donne de l'espoir comme ça sans pouvoir immédiatement y répondre. Mmh. Alors, comment dire? Donc je leur dis non, je peux pas moi je me mettrais hors la loi, je me mettrais en danger immense professionnellement, je peux pas ça. Et éventuellement, il y a des gens, c'est ce que je faisais avant, mais maintenant je suis presque en fin de carrière, donc je travaille de moins en moins. Donc, mais bref, je les voyais pour une séance Skype, je voyais avec eux euh, si c'était bien indiqué ou pas pour eux, s'il n'y avait pas de contre-indication, si c'était la seule moyen, vraiment les thérapies psychiques, d'obtenir ce qu'ils voulaient, parce qu'il y avait d'autres moyens peut-être aussi qu'ils connaissaient pas, etc., etc., de qu'est-ce que c'était qu'une thérapie psychique, à quoi il faut s'attendre, parce que là Mmh. aussi on s'imagine plein de choses, etc. Et si vraiment la personne passait le filtre, entre guillemets, alors je pouvais lui conseiller quelqu'un qui n'était pas en France, hein, parce que je ne peux pas non plus mettre le danger sur quelqu'un d'autre, etc. Mais, euh, mais c'est tout un parcours du combattant, parce que je peux pas vous donner des noms comme ça. Mmh. Mais en tout Bien cas, sûr que. Nadège, répond en Suisse. Oui, certainement, Alors c'est oui, mais en Suisse, le problème est qu'il faut être citoyen suisse. Si vous voulez aller, par exemple, ah, dans les hôpitaux de Genève, il y a un service qui accompagne les gens avec les psychédéliques, où il y a des soignants en ambulatoire, hein, je disais psychiatre, psychologue, Peter Gasser, Rougemont, Ansgar Rougemont, pardon, Bucking, Dalila Spagnolo, etc. Il y a des gens qui font ça, mais c'est que pour les citoyens suisses. Et
c'est évident pourquoi, parce que sinon il y aurait un exode massif des Français vers la Suisse. Ils seraient débordés dans les hôpitaux. Parce Mmh. qu'évidemment, il y a tellement un besoin criant de ces super médicaments, on peut les appeler ça comme ça. Attention, qui dit super médicament dit super précaution, hein. Mmh. C'est, ça va de pair, hein. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la main de la fermière. C'est-à-dire, il y a Tout quand à même un fait. truc, c'est qu'il faut prendre la responsabilité. C'est quelque chose qui est pas forcément facile. Alors, on va Mmh. pas parler de bad trip, mais on va parler d'expériences difficiles. Dans toutes les psychothérapies normales, enfin normales, habituelles, il y a des moments difficiles. Ils sont bienvenus. C'est le moment où les blessures se révèlent et le fer est chaud et on va pouvoir le battre et Mmh. transformer ça, transmuter ça. Donc, il faut que ça arrive. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de changement, parce qu'on reste plat. Eh ben, si dans les thérapies classiques, il y a de la souffrance, dans les super thérapies psychiques, il y a de la super souffrance parfois. Enfin, je fais exprès de. Il y a de la bonne souffrance, quoi. Il peut y avoir de la bonne souffrance. Donc, je sais même plus pourquoi je dis ça. Je disais ça parce que, oui, donc, ne croyez pas que c'est la panacée universelle. Mmh. Potentiellement, comme ce sont des thérapies qui connectent à la conscience, ça peut soigner toutes les pathologies. Je dis bien toutes, physiques et émotionnelles, mentales, toutes. Parce que les gens me disent, oui, mais quelle indication est ça et moi qui est ça? Dans l'absolu, j'ai bien dit, dans l'absolu, pas dans le relatif. Parce qu'autant dans l'absolu, la conscience a des capacités, je dis, négantropiques, de vie, etc., probiotiques. Par exemple, tous les psychédéliques, c'est étonnant ça, ils sont anti-inflammatoires, anti-cancéreux, euh, pro-immunitaires, ils stimulent l'immunité, ils sont anti-neurodégénératifs, donc pour le Parkinson, pour l'Alzheimer et tout, ça a été étudié. Enfin, c'est tous, ils font tous du bien au corps, ils sont tous probiotiques. C'est intéressant ça. Mais je vous ai pas dit que je venais de vous donner le traitement du cancer, le traitement de l'inflammation, le traitement de machin. C'est à des degrés divers selon les individus. C'est-à-dire, c'est pas la panacée universelle. Potentiellement, oui, mais dans les cas particuliers, pas forcément. Donc, ne vous attendez pas à une guérison miracle entièrement chez tout le monde en une seule séance. Mmh. C'est vrai que contrairement aux médicaments classiques, au lieu de d'agir sur comment dirais-je, la superficie du mal, ils vont vraiment à la racine. Donc ça, c'est vrai. Donc Oui. il traite vraiment la base du problème. C'est vrai que quelques séances suffisent, une, deux, trois, souvent. Pas toujours, mais souvent. Alors que les médicaments classiques, il en faut tous les jours pendant des mois, voire des années, hein, dans le Oui, psychotrope, les tout à antidépresseurs, par fait. exemple. Olivier, vous est-ce que tu peux nous en parler justement, bah, du de l'antidépresseur classique? Qu'est-ce qu'il fait? Il camoufle, l'émotion, il la cache en quelque sorte? Oui, il met une sorte de coque confortable, une sorte d'amortisseur, une sorte de petite zone, un cocon en coton, on va dire. Les gens Ouais. disent, sans moi, je suis un peu dans un coton, mais ils ne traitent pas le problème sous-jacent. Sauf s'ils sont associés à une psychothérapie. Et c'est vrai qu'il y a des études qui ont montré, par exemple, que certaines thérapies, comme les troubles, les thérapies cognitives, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr, seules, comparé à un antidépresseur seul, faisaient moins bien que thérapie plus antidépresseur. C'est un peu comme si l'antidépresseur était une sorte de planche qu'on met sous une roue quand on est embourbé, et puis c'est grâce à la force du moteur qu'on sort de la boue. Mais c'est la planche qui permet d'accrocher. Sinon, on serait empêtré, ça tournerait à vide. Mais une fois qu'on est sorti, on garde pas la planche. Oui. Ça veut dire, elle sert plus à rien, la planche. Mais c'est un peu comme ça. Alors que les psychédéliques, ça serait plutôt, ça nous apprend à pas tomber dans les ornières, Mmh mh. justement, ou sur un chemin plus clair où il n'y a pas, qui est pas boueux et qui, on va pas faire l'erreur de se mettre dans l'ornière. Il y a un changement profond, quoi, qui se passe. Euh, voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ou pas? Oui, 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 tout à fait. Oui? Je voulais te demander aussi, est-ce que tu penses que les psychédéliques, justement, dans le cadre d'une thérapie, ce sera bientôt rendu légal en France? Tu parlais d'une dizaine d'années, peut-être, tout à Oui, l'heure. alors c'est comme des conjonctures. En réalité, je sais pas, je suis pas prophète, mais disons, si on suit la logique des choses, vu que la France, dans beaucoup de domaines, a toujours 5 à 10 années de retard sur les États-Unis, en gros, quoi. Bon, pas toujours, il y a des fois on avance, mais dans bien des domaines de changement de mentalité. Et, euh, et vu quand même qu'on est le pays dit, entre guillemets, des Lumières, qui sont très réticents à parler de spiritualité ou de conscience, beaucoup plus que certains pays, Mmh. et qu'on prend ça encore pour de la religion, c'est-à-dire avec l'aspect sectaire, dogmatique, euh, comment dirais-je, euh, voilà, oui. Alors que c'est pas le cas, la spiritualité, c'est une expérience directe, sans intermédiaire,
contrairement à la religion, qui est une expérience médiatisée par des gens qui sont censés savoir et par lesquels il faut passer. Et si on n'obéit pas au dogme et qu'on ne fait pas les rites et que on va avoir le droit à l'enfer ou on aura le droit à rien du tout. Là, les psychédéliques, ça vous amène directement dans le lien avec la source ou avec des champs de conscience élevés ou pour éclaircir votre propre pathologie intérieure, à l'élucider, la, l'aplatir pour vous mettre les cartes sur la table et voir, ah d'accord, c'est ça qui me traversait et c'est ça que j'ai toujours cru. D'accord, ces croyances-là de base, maintenant j'ai telle distance, j'ai pris telle distance au moment de l'expérience psychédélique que j'ai vu d'où ça venait, tout ça, d'accord. Bref, euh, si tu veux, En tout pour la cas, question. je voulais te dire que c'était très prometteur aussi ce que tu nous avais partagé. J'allais te poser la question justement, est-ce que tu veux partager une dernière chose aux personnes qui nous écoutent, aujourd'hui et aux personnes qui écouteront cette interview? Un message Oui, d'espoir c'est un ou domaine, ouais, 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 ouais. C'est un domaine tellement vaste, tellement complexe, et on est chacun à regarder ça par notre petite fenêtre. Peut-être en croyant avoir la vérité ou la plus grande partie de la vérité, alors qu'on n'est pas sûr du tout que ce soit le cas. Moi, ce que je vous ai dit ce soir, c'est juste le résultat d'une personnalité qui est la mienne, qui a filtré ce qu'elle a vu avec ses propres a priori. Euh, il y a sûrement des choses vraies dans ce que je vous ai dit. Il y en a, je vous encourage à prendre de la distance avec ou à écouter d'autres orateurs, à lire d'autres livres et de vous faire votre opinion. Mais toujours est-il que quand même, ce que je peux dire sans avoir peur de trop me tromper ou de dire des bêtises comme ça, c'est que c'est vraiment un instrument, les psychédéliques, un instrument d'exploration et de développement de la conscience et de la dimension spirituelle de l'homme, qui est un outil qui serait vraiment dommage de rejeter et, et qui serait dommage qu'on cherche à s'en passer. Hein, ce serait vraiment du gâchis. Ce serait vraiment non-assistance à l'humanité en danger, on va dire, qui a besoin de prendre conscience de plein de choses en ce moment. oui, Et que aussi ça peut être aussi d'excellents médicaments pour des pathologies psychiques ou physiques, parce qu'on n'a pas parlé du physique, mais il y a par exemple, serait-ce que pour prendre un exemple, des gens qui ont ce qu'on appelle des cluster headaches, des céphalées en grappe ou des algies neurovasculaires de la face. Ces algies, on appelle ça suicidogènes. Hein. Quand ils ont ça, ils ont l'impression que on leur enfonce un mégot dans l'œil ou un pic à glace dans le crâne. Enfin, il y a des gens qui se suicident hein, quand ils ont c'est par période, ça survient et ça dure un certain temps, puis ensuite ça s'arrête, puis ça recommence. Et ben les gens, ils avaient découvert qu'en prenant une microdose ou des doses moyennes de champignons ou de LSD, ils avaient des accès beaucoup moins forts, beaucoup moins intenses, qui se répétaient moins souvent et qui duraient moins longtemps quand ils arrivaient. Donc, leur vie a été sauvée par ça. Hein, un peu comme, mais c'est pas un psychédélique vraiment, mais le cannabis qui est utilisé pour certaines scléroses en plaques ou chez certains cancéreux, pour certaines scléroses en plaques, c'est un soulagement massif pour des gens qui souffraient sans vraiment trouver de quoi aller mieux, hein, qui résistaient à l'antalgique classique et ou qui a beaucoup d'effets secondaires. Donc ça, c'est sûr que il y a quelque chose de sérieux là. C'est pas une mode. Hein. On sait qu'il y a eu plusieurs vagues. La première vague, c'est chamanique. La deuxième vague, ça a peut-être été les écoles mystères grecs. La troisième vague, ou le proto-christianisme, 3 premiers siècles après Jésus-Christ, où les gens prenaient une hostie et du vin, mais en fait, c'était des psychédéliques qu'ils prenaient. Hein. oui. Euh, et puis après, il y a eu une vague des années 50-60, et puis il y a eu la vague de ces années, la 2000, où il y a plein de recherches. Puis il va sûrement y avoir une autre vague où les psychédéliques vont pas rester enfermés dans la recherche. La conscience, on peut pas l'enfermer. C'est comme l'océan, on peut pas le mettre dans une boîte. Ça déborde. Ouais. Quand les gens sortiront de protocoles thérapeutiques pourtant bien ciblés, puis diront genre, ah, à leurs copains, tu sais ce que j'ai vécu. Oh là là, cette expérience. Les gens diront, bah, moi aussi, je veux le vivre. J'ai Mmh. pas de cancer, j'ai pas de machin, de dépression, mais j'aimerais bien le vivre quand même. Donc ça va déborder, ça va être encore une autre vague. Et, et comment les autorités vont réagir à ce moment-là? Donc ça, Mmh. bref, Mais ça, tu toujours as est-il que ce serait dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain. Toujours est-il que ça, c'est vraiment très important de savoir que des gens très sérieux, des médecins, des psychologues, des cardiologues, comment dirais-je, des physiciens, des astrophysiciens, etc., ont étudié l'impact des psychédéliques sur notre santé, sur notre culture. C'est un trésor, quand même, faut le dire, mais avec des précautions. Donc, j'espère en avoir parlé un peu ce soir des précautions qu'il faut prendre et pas en prendre en France pour l'instant. Mmh. Mais bientôt, j'espère en tout cas, je trouve que c'est porteur d'espoir. Il y a pas de raison qu'on change pas les mœurs, les mentalités. Donc, en tout cas, on est en chemin et merci d'être aussi, pionnier dans ça.
de véhiculer, tes savoirs, tes idées. Donc je tenais à te remercier, Merci Evelyne. personnellement, d'avoir aussi accepté Merci. cette invitation. Et puis merci aux consciences qui s'éveillent, merci aux personnes qui nous auront écoutées. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, on n'hésitera pas à répondre, hein, avec Olivier. Et également, je recommande ton ouvrage, je le montre à la caméra, voilà, pour les personnes qui ne le connaissent pas. Un ouvrage qui se lit, facilement et qui est très inspirant. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir Evelyne, au revoir tout le monde. Au revoir Olivier.